Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence ici à Ballard et en audio pour ce point presse qui est consacré aujourd'hui à la mission cinéma et aux industries créatives qui sont accompagnées par le ministère des Armées. Et nous aborderons ces sujets dans quelques minutes. Merci d'ores et déjà à nos interlocuteurs. Je vais d'abord commencer par quelques points d'actualité du ministère des Armées pour vous signaler l'arrivée de deux bâtiments au profit de la Marine nationale, des bâtiments affrétés par la Marine nationale qu'on appelle des RIA. Un RIA, c'est l'acronyme d'un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Deux RIA vont arriver en Manche, façade atlantique, et en Méditerranée pour renouveler deux anciens moyens qui s'appelaient l'abeille Languedoc et l'abeille Flandre, qui étaient en service depuis 1979. Alors, ces nouveaux remorqueurs qui s'appellent Abeille Normandie, qui sera basé à Boulogne-sur-Mer, et Abeille Méditerranée, qui sera basé à Toulon, sont des bâtiments qui appartiennent à la société Abeille et que nous affrétons à des fins de missions de remorquage de bâtiments de très grand tonnage. Ces bateaux sont des bateaux extrêmement puissants et robustes et qui sont conçus pour affronter les enjeux du gigantisme en matière de construction navale. Ce sont des bateaux qui ne font pas que du remorquage, ils font aussi des missions d'action de l'État en mer, comme la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, comme la lutte contre les incendies, ou encore l'assistance aux personnes grâce à deux embarcations de sauvetage. Et il y a aussi des capacités d'accueil de naufragés sur ces deux bâtiments. Donc l'abeille Normandie, qui est basée à Boulogne-sur-Mer, y est arrivée le 7 mai dernier. Elle est en train de faire des essais et elle sera mise en service le 10 juin prochain, si tout va bien. Et l'abeille Méditerranée, quant à elle, arrivera à Toulon le 6 juin et sa mise en service est prévue avant le 1er juillet. Voilà, ce sont des bâtiments qui doivent être capables d'intervenir sous très faible préavis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on voit régulièrement intervenir dans des conditions de mer parfois dantesques pour remorquer des bateaux qui sont en détresse. Deuxième point d'actualité du ministère des Armées cette semaine, le lancement de deux appels à projets par la Direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation de défense pour que nous puissions nous doter de mini-drones d'attaque. Alors, vous le savez, les systèmes automatisés sont de plus en plus utilisés dans les conflits ou dans des missions liées à la sécurité. Alors, on avait plutôt coutume jusque-là d'utiliser ces drones tactiques, mini-drones, pour des missions de renseignement, par exemple pour prendre des images. On a, vous le savez, commencé à doter nos drones les plus lourds, notamment les drones mâles comme le Reaper, d'armement. L'Eurodrone sera lui aussi un drone armé. Là, nous parlons de drones plutôt type mini-drones qui sont dédiés à l'attaque. Donc concrètement, nous lançons deux appels à projets qui sont complémentaires. Un qui s'appelle l'Arinae, qui vise à ce que nous puissions nous doter de systèmes à bas coût, de neutralisation de cibles, grâce à justement des choses qui sont plutôt des mini-drones, mais qui peuvent être des réponses techniques variées. Alors ça peut être des munitions téléopérées, ça peut être des drones à bas coût qui emportent des munitions à bas coût, ça peut être un couple de plusieurs drones de surveillance et de munitions téléopérées, l'essentiel étant que le résultat qu'on recherche, c'est-à-dire neutraliser des cibles, puisse être atteint. Donc ce projet, l'Arinae, vise à ce que nous puissions nous doter de systèmes bas coût de neutralisation de cibles à longue élongation, ça veut dire au-delà des 50 km. Ça, c'est le premier appel à projet. Et le deuxième appel à projet ressemble beaucoup au premier, il s'appelle Colibri, sauf que lui nous permettra de travailler dans la zone de contact, c'est-à-dire dans les 5 km du point de mise en œuvre. Donc ces deux appels à projets, ils sont ambitieux par l'objectif technique que je viens de vous décrire, ils sont aussi ambitieux dans le calendrier, parce que l'objectif est de sélectionner les premiers candidats dans les semaines qui viennent et d'avoir des premières démonstrations dès l'année prochaine. Voilà. Donc c'est un appel à projet innovant sur la forme et sur le fond, et cet appel à projet peut parfaitement consister en un détournement, sans qu'il n'y ait de caractère péjoratif dans ma bouche pour ce mot, en détournement d'usage de technologies existantes au profit de missions pour nos forces armées. Je vous parlerai des suites de ces appels à projets quand ils auront avancé. Troisième point d'actualité, la commande par la Direction générale de l'armement des 9600 derniers pistolets semi-automatiques Glock. Alors, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Cette fois-ci, c'est la dernière tranche conditionnelle de ce marché. Donc, on commande les 9600 derniers, ce qui nous permettra de porter le parc de pistolets semi-automatiques Glock à 74 600 pistolets en dotation dans nos armées. C'est essentiellement pour l'armée de terre, à hauteur de 80% de ce parc. 10% bénéficient à l'armée de l'air et de l'espace et 8% pour la marine nationale.
Ce pistolet Glock, qui est un pistolet de calibre 9 mm, fiable, ergonomique, remplace les pistolets automatiques Mac 50 et les pistolets automatiques dits PAMAS G1. Voilà. Donc encore une bonne nouvelle et encore une action concrète de manifestation de cette LPM à hauteur d'homme. Alors je passe sur quelques informations relatives à des cérémonies ou à des colloques. D'abord, une cérémonie de retrait d'un avion mythique pour nos armées qui est le C-160 Transal. Ça se passera sur la base aérienne 105 d'Évreux-Fauville. Ça sera une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Mille. C'est ouvert à la presse, c'est pour ça que je vous en parle. Le C-160 Transal, il aura travaillé pendant 59 années à notre profit et au profit des missions opérationnelles des armées. Il a été engagé dans la quasi-totalité des conflits qu'on a connus entre 1970 et 2020. Donc il y aura à la fois des expositions statiques, à la fois des démonstrations dynamiques, évidemment de C-160, mais aussi d'A400M, de Nord Atlas, de CASA, de C-130J. Voilà, donc vous pouvez vous accréditer auprès du CIRPA Air. Je vous signale la tenue par l'armée de l'air et de l'espace d'une journée d'études dédiée, on va dire, à la sociologie et à l'histoire de l'image et de l'identité de l'aviateur. C'est organisé dans le cadre d'un programme de recherche qui est mené par l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Lyon 3, en lien avec le Centre d'études stratégiques aérospatiales, qui dépend du ministère des Armées, et la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris. Ça se passe le 19 mai à Paris sur ce thème, image et identité de l'aviateur, et vous pouvez vous y inscrire. Et donc la question, c'est celle de l'identité vécue en interne, en externe, de l'image qui est renvoyée par les aviateurs dans une société de médiatisation et où la représentation de la vie militaire occupe une place importante. Un autre colloque, cette fois-ci mené par l'armée de terre et plus précisément par l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger. Donc c'est un état-major qui dépend du commandement des forces terrestres et qui a la tutelle, disons, des régiments qui sont stationnés hors métropole. Et donc ce colloque qui se tient le 23 mai de 10h à 17h45 à l'école militaire traite de l'interculturalité, qui est un sujet important, notamment quand on est engagé sur des théâtres d'opérations extérieures, notamment quand on est engagé en coalition et dans des conflits de haute intensité. Il est important de comprendre les caractéristiques culturelles, locales des populations avec lesquelles nous sommes en prise. Et ce colloque, il vise à réfléchir sur comment, par exemple, on obtient la neutralité en territoire hostile et vise à élargir les approches par des éclairages à la fois historiques et économiques sur ces questions importantes d'interculturalité. Ce colloque sera ouvert par le général de corps d'armée Vincent Guyoni, qui est le commandant des forces terrestres, et sera conclu par le général Belot des Minières, qui est l'inspecteur général des armées terres. Là aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, mesdames et messieurs, vous y inscrire. Alors, une cérémonie qui s'est passée ce matin en présence de Madame Darrieussecq, ministre déléguée, la cérémonie des héritiers de mémoire. Donc, c'était la 6e édition de ces trophées héritiers de mémoire. Cette opération, c'est une opération qui est initiée par le ministère des Armées, plus spécifiquement par la direction de la mémoire, de la culture et des archives du secrétariat général pour l'administration. Elle est organisée en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Agriculture, et elle vise à mettre en lumière des projets d'enseignement de défense. Alors que ces projets d'enseignement soient menés dans des classes d'école primaire, de collège, de lycée, finalement ces différents niveaux scolaires sont éligibles à ces trophées. Et donc il y a eu 3 lauréats distingués ce matin, le collège Olympe de Gouges d'Ingvillers, le lycée professionnel Camille Claudel de Clermont-Ferrand et le lycée d'enseignement général et technologique agricole de l'Orne à C. Voilà, ils ont réfléchi sur la façon dont on traitait au plan mémoriel et historique la guerre d'Algérie, les opérations extérieures ou encore Madame Marie Curie. Voilà, je termine avec quelques actualités sur la biodiversité. Alors d'abord, vous signalez la signature d'une convention entre le ministère des Armées et le Bleuet de France qui fait suite à l'installation de ruches, notamment à Ballard. Alors nous avons au ministère des Armées 3000 ruches avec des abeilles sur 50 emprises militaires. Ces 3000 ruches, elles ont été décidées dans le cadre d'un plan un peu plus global, qui est le plan national d'action en faveur des insectes pollinisateurs, qui est un plan qui court de 2021 à 2026. Et donc, les bénéfices que nous retirons de la vente des pots de miel que nous fabriquons à Ballard seront reversés au Bleuet de France. C'est ce qui est prévu par cette convention. Et donc, nous aurons 1200 pots qui seront mis en vente le 21 juin, du pot issu de Ballard. Alors, je ne sais pas si vous-même, mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes éligibles à cette vente, mais on essaiera quand même de vous permettre d'en bénéficier.
Voilà. Pardon. Vous testerez, très bien. Eh bien, écoutez, on essaye pour la semaine prochaine de vous faire parvenir quelques pots de miel et vous ferez les goûteurs. Deuxième événement relatif à ces questions de biodiversité, je signale juste un anniversaire le 21 mai, c'est les 30 ans du programme européen LIFE. On en a déjà parlé par le passé, le programme LIFE, c'est l'instrument de financement de l'Union européenne pour tout ce qui est environnement et action climatique. Ce programme LIFE, il est doté de 5 milliards d'euros et il nous a permis, nous, concrètement, d'engager un certain nombre d'actions en faveur de la biodiversité à travers des projets qui s'appelaient LIFE Valbonne, il s'appelle toujours, puisqu'il court jusqu'en 2026, et LIFE Nature Army, qui court jusqu'en 2024. Je rappelle qu'on a 44 500 hectares d'espace Natura 2000 au ministère des Armées sur les 270 000 hectares que nous possédons en propre. Voilà, et enfin, le 22 mai, la journée mondiale de la biodiversité, journée à laquelle le ministère des Armées est également associé. Voilà, je ne suis pas plus long sur ces premiers points d'actualité. Auriez-vous des questions sur ces points d'actualité ou sur d'autres? Monsieur Julien. Oui, juste une petite question par rapport à la commande, enfin ou tout au moins au lancement des mini-drones d'attaque. Est-ce que, bon évidemment la question est un peu naïve, mais est-ce que le conflit russo-ukrainien a été pour précipiter, on va dire, la boucle? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est déjà ancienne au ministère des Armées que les systèmes autonomisés et que les drones sont un discriminant de l'action militaire et que c'est un moyen d'être efficace. Après, on a tous constaté effectivement ce qui s'est passé en Ukraine et l'usage par les forces ukrainiennes de drones de ce type. Donc ça n'a sans doute pas nui à l'avancement de ce projet qui, je pense, aurait été lancé indépendamment de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Samama. On vous donne un micro, monsieur Samama, pour nos... Deux petites questions sur les drones. Pascal Samama, BFM Business. Est-ce que l'appel à projet vise uniquement des entreprises françaises ou est-ce qu'il est plus large, européen, voire international? Et deuxième chose, il s'agit bien de drones munitions. Donc, quelle est la hauteur de commande possible pour ce genre de choses? Parce que c'est des drones utilisables qu'une seule fois, si j'ai bien compris. Oui, l'objectif, c'est plutôt effectivement des drones à usage unique, puisque c'est des drones qui peuvent permettre de neutraliser des cibles. Là, cet appel à projet, il n'est pas là pour doter nos armées à grande échelle de drones, il est là pour faire des démonstrations, valider le concept, valider le principe, et ensuite, si ça fonctionne, on passe à l'étape d'après, qui est l'étape de passage à l'échelle. Donc il y a de l'argent au sein du milliard d'euros d'études amont qui est prévu pour cet appel à projet. Il y a un argent significatif qui est prévu, mais j'attire quand même l'attention de tous qu'on cherche des solutions bas coût, justement parce que c'est des solutions à usage unique. Donc le montant de l'appel à projet, il n'est pas représentatif du montant qu'on pourra y consacrer ensuite quand on passera à l'échelle. Et sur les entreprises françaises ou oui. internationales? À ma connaissance, on embrasse large et en tout cas, on ne s'interdit rien à ce stade. L'objectif, c'est d'avoir des choses rustiques et rapidement opérationnelles. Et s'il faut aller les chercher de manière un peu large, on le fera. Maintenant, je ne suis pas capable de vous dire a priori la nationalité des systèmes qui seront retenus. Mais je pense qu'on n'exclut pas qu'il y ait des solutions un peu globales qui soient considérées. Bonjour, Christophe Villon pour le magazine Airfan. Donc, j'ai bien noté que l'armée d'air avait participé à l'exercice interallié donc Ramstein-Alloy en Estonie le mois dernier, notamment avec des avions finlandais. Donc, première question, est-ce que la France a des relations étroites avec l'armée finlandaise, soit l'armée d'air ou l'armée de terre? Puisque, effectivement, comme vous avez entendu, la Finlande est fortement en dynamique pour intégrer donc l'OTAN. Et deuxième question, si d'aventure la Finlande venait à intégrer donc l'OTAN, quel serait le point positif pour nous? Merci. Sur la première question, je pense que je laisserai mon camarade de l'EMA répondre. Sur la deuxième, moi je ne fais pas de géopolitique fiction, donc ce sont de toute façon des processus qui sont longs, et donc on verra en temps voulu les implications très directes et concrètes pour la France, mais à ce stade c'est le début d'un processus que je ne commande pas. Sur les relations entre la Finlande et la France au niveau militaire, il n'y a pas de relation particulière, il y a des exercices conjoints qui sont organisés régulièrement, souvent dans un cadre interallié ou multinationales, notamment avec la Suède. Ça peut être aussi avec les détachements qu'on a en Estonie. Par exemple, en ce moment, on a EAP avec 4 Mirages qui participent à des exercices au-dessus de la Suède, au-dessus de la Finlande. Mais il n'y a pas de... C'est pas un partenariat qu'on pourrait qualifier de stratégique qu'on peut avoir avec la Roumanie ou avec l'Estonie.
opérations, c'est des partenariats plus épisodiques. Mais on travaille avec eux de manière assez fluide. Oui, Raphaël Tual d'Actu.fr. Bonjour monsieur. Bonjour, deux questions sur des sujets qui n'ont pas été abordés. La première, ça concerne un tir de missile air-sol moyenne portée qui a été tiré le 23 mars en Bretagne Sud pour un tir d'essai. Je voulais savoir si ce missile ou ces débris avaient été retrouvés le 23 mars. Et je vous pose ma deuxième question dans la foulée. Je voulais vous interroger sur un sujet pour lequel j'ai pas eu de réponse de vos services depuis 2 mois. Il y a, au large des côtes françaises, il y a une 60aine de décharges marines posées d'armes conventionnelles et chimiques, issues des 2 guerres mondiales. Et je voulais savoir si ces informations relatives aux immersions d'armes, conventionnelles ou chimiques, sont soumises à une classification particulière. Merci monsieur pour vos questions. Alors sur la première question, c'est effectivement classique que lorsque nous procédons à un tir d'essai, nous mettions en œuvre des moyens pour récupérer les débris tombés à la mer. J'avoue ne pas avoir eu connaissance de la campagne de récolte des débris, mais c'est quelque chose que nous réalisons régulièrement sans qu'il n'y ait de difficultés particulières. Donc on se renseignera précisément sur ce point, mais je n'ai pas de difficultés particulières à remonter sur cette campagne de ramassage des débris qui, encore une fois, est classique. Et sur votre deuxième question, je n'ai pas d'éléments particuliers sur ce sujet, donc on reviendra vers vous prochainement. Je vais me renseigner, mais là, à ce stade, j'ai pas d'éléments. Alors, on va passer au focus thématique du jour, et donc nous allons parler de culture et de cinéma. Donc je suis très heureux d'accueillir Madame Évelyse Blanc-Deleuze, qui est la chef de la mission cinéma et industrie créative à la DICODE, et Monsieur Antoine Zimalka, qui est producteur et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous cet après-midi, qui est le producteur de la série Sentinelle. Alors je fais un très rapide chapeau d'introduction sur le ministère des Armées et la culture, et ensuite je passerai rapidement la parole à Madame Blanc-Deleuze et à Monsieur Zimalka. Alors vous le savez, le ministère des Armées, c'est le deuxième acteur culturel de l'État. On a des biens patrimoniaux qui sont inestimables, les Invalides, l'école militaire. On a des musées, on a 4 musées nationaux, on a 13 musées d'armes. On a un patrimoine mémoriel exceptionnel avec 275 nécropoles. Et puis dans le domaine audiovisuel, on a un catalogue extrêmement riche depuis 1842 à nos jours. On a 15 millions de photos et 94 000 heures de films. Voilà. Et par ailleurs, il y a une charge symbolique associée aux missions des armées, à leur personnel, à leurs équipements, qui est très forte, et ça se voit dans des films comme Le Chant du Loup, ça se voit dans des films comme la 317e section. Et donc, cette mission, cette charge émotionnelle, elle fait partie aussi du rayonnement du ministère des Armées, et elle nous permet d'entretenir le lien armée-nation, elle nous permet d'entretenir les vocations en interne et le sentiment d'appartenance pour les personnels du ministère, puis plus globalement, elle permet de faire rayonner la France. Donc la création artistique, elle permet de remplir ces différents objectifs, et donc on s'en est saisi. On s'en est saisi il y a déjà quelques années, à partir de 2016, date à laquelle la mission cinéma a été créée. Aujourd'hui, elle a été rebaptisée mission cinéma et industrie créative, parce qu'on a ajouté à l'aspect cinéma l'aspect BD et l'aspect jeux vidéo, voilà, qui sont des canaux de communication évidents pour le grand public et en particulier pour les jeunes. Alors on accompagne, grâce à cette mission cinéma, et Madame Blanc-Deleuze en parlera mieux que moi, des fictions. On accompagne à peu près chaque année une centaine de projets. Donc j'ai cité quelques exemples de projets qui aboutissent et qui ont un succès mondial. Le Chant du Loup, vous le trouvez sur Netflix, Le Bureau des légendes, mondialement connu également. Je tiens à dire que, alors on n'accompagne pas financièrement ces films. Par contre, on permet de challenger les scénarios, leur crédibilité, leur véracité. On permet de tourner sur des emprises du ministère des Armées avec du matériel du ministère des Armées. On n'intervient donc pas financièrement. Et en contrepartie de tout ça, ou en accompagnement de tout ça, je tiens à dire que les artistes restent évidemment complètement libres. Ce n'est pas des films de commande, c'est des films artistiques avec une intensité dramatique propre, et donc nous ne cherchons pas, je dirais, à influencer ou à détourner les scénarios qui nous sont proposés. Et je crois que si on le faisait d'ailleurs, ça ne marcherait pas à la hauteur de ce que ces œuvres artistiques fonctionnent. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fini cette introduction. Je vais maintenant appeler Madame Blanc-Deleuze et Monsieur Zimalka pour témoigner pour Madame Blanc-Deleuze, son travail au quotidien et du rôle de la mission cinéma, et pour Monsieur Zimalka, de la façon, bonne ou mauvaise, c'est lui qui nous dira avec laquelle il a travaillé avec nous. Voilà. Évelyse, c'est à toi. Merci beaucoup Hervé. Mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je suis ravie aujourd'hui de vous rencontrer, de vous expliquer le rôle de la mission cinéma et notre histoire et ce que nous faisons au quotidien.
Donc, je me suis permise d'inviter effectivement Antoine Zimalka, qui est le producteur de Sentinelle, qui est une nouvelle série dont il va vous parler tout à l'heure, avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Donc, la série Sentinelle qui est sortie sur OCS début avril. Tout d'abord, quelques mots peut-être, notamment sur l'historique et l'histoire de la mission cinéma. Hervé a déjà dit pas mal de choses, donc on va passer rapidement. Donc en 2007, en fait, il y a eu au départ la création d'un bureau d'accueil des tournages qui était à la demande des gouvernements ou du gouvernement de l'époque, qui a demandé à l'ensemble de cette administration d'ouvrir ses portes, mais à des buts, dans un but au départ qui était commercial, de valorisation des espaces de ces différents ministères. Le ministère des Armées ou de la Défense à l'époque a joué le jeu et donc a créé dès 2007 un bureau d'accueil des tournages pour accueillir sur l'ensemble de ces emprises militaires des tournages audiovisuels ou des tournages de cinéma. En 2016, comme le rappelait tout à l'heure Hervé, ça a été un moment très important puisqu'en 2016, le ministre de l'époque, Monsieur Le Drian, a décidé de créer une mission cinéma. Ça, c'était à l'occasion du lancement et de la création du Bureau des légendes. Jusqu'alors, entre 2007 ou même avant et puis 2016, le ministère des Armées avait travaillé de façon ponctuelle avec des scénaristes, avec des réalisateurs ou des producteurs. Il y a quelques programmes emblématiques comme Les Chevaliers du Ciel, comme des programmes comme ça, mais ce n'était pas une démarche volontariste, une démarche politique clairement assumée. En 2015, Éric Rochant s'est rapproché du ministère des Armées avec Alex Berger pour créer la fameuse série, donc Le Bureau des légendes, qui a été distribuée et diffusée aujourd'hui dans plus de 115 pays. C'était quand même assez, je dirais, très novateur pour l'époque parce que Le Bureau des légendes, vous avez sans doute déjà dû le voir, c'est quand même une série qui porte sur la DGSE, donc qui est une entité, je dirais, plus que fermée, et par essence, de par son métier, de par son rôle. Et pourtant, une relation de confiance a su se créer. Et à travers le Bureau des légendes, les producteurs, et le scénariste, les réalisateurs a su représenter le métier, le rôle de la DGSE, à quoi ça servait, comment ça fonctionnait, de façon assez plausible, le tout, bien évidemment, sans trahir de secret confidentiel défense ou de secret défense tout court. Monsieur Le Drian s'est rendu compte en 2015-2016 que c'était vraiment important, que c'était un vecteur de communication très très fort pour le ministère, d'où la création de la mission cinéma. 2017, Florence Parly, notre actuelle ministre, est convaincue exactement du même principe, a renchéri, est allée encore un peu plus loin, puisque nous avons signé en 2017 une convention de partenariat avec la Guilde des scénaristes, qui est la première association d'auteurs scénaristes de fiction en France. Et à l'époque, je la cite, la ministre avait déclaré aux auteurs, donc aux scénaristes de fiction, « Mesdames, Messieurs, les portes du ministère vous sont ouvertes, la seule limite sera votre imagination ». Donc 2017, signature de cette convention, et 2019, élargissement de la mission cinéma à l'ensemble des industries créatives, comme le disait Hervé tout à l'heure, le jeu vidéo, la BD, mais pas uniquement, mais ça pourrait être aussi le spectacle vivant, les romans et toute une série de choses derrière. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Quelles sont nos actions ? Nos actions, nous avons une offre d'accompagnement, je dirais, sur toute la durée du développement du programme. Et c'est un accompagnement qui peut être différencié. Ce que nous faisons, c'est que nous incitons les auteurs, les scénaristes, les créateurs à venir le plus en amont possible, dès la naissance ou dès l'idée de leur projet, nous contacter. Pourquoi ? Parce que dans une première phase, nous allons leur porter de la documentation, nous allons pouvoir les envoyer en immersion, nous allons pouvoir les mettre en contact avec des experts, des spécialistes du sujet qui les intéressent et qui souhaitent traiter. Pour nous, c'est un objectif très clair, c'est un objectif de communication. Nous avons constaté que les Français connaissaient très bien la police, que les Français connaissaient la gendarmerie, mais que les Français, finalement, connaissaient très mal le monde militaire. Quand je parle des Français, je parle des citoyens, du grand public. Or, on s'est rendu compte que la fiction, à travers des séries comme Urgence ou autres, ont permis à d'autres secteurs, toujours aussi mal connus des Français, d'être beaucoup mieux connus. C'est le cas des hôpitaux, c'est le cas de la justice. Donc il faut faire exactement la même chose, ou il fallait faire en tout cas exactement la même chose, au sein du monde militaire. Donc nous ouvrons les portes, et en fonction des sujets qui les intéressent, nous les mettons en contact à l'aide des CIRPA sur lesquels nous nous appuyons tout le temps, et ce sont vraiment des partenaires, je dirais, au long cours, parce que très clairement, sans les CIRPA, et donc pour les gens non spécialistes de notre environnement qui pourraient s'intéresser uniquement au monde des médias, les CIRPA, ce sont les directions de la communication des différentes armées concernées. Nous choisissons, nous essayons de trouver en interne aux armées je dirais les meilleurs spécialistes pour les mettre en contact avec ces créateurs. Donc ça, c'est tout au départ pour qu'ils se fassent une bonne idée, qu'ils puissent commencer à écrire une histoire. Pendant le développement de l'histoire, quel que soit le support,
que ce soit audiovisuel, cinéma, BD ou autre. Pendant donc, le développement de cette histoire-là, on continue à les accompagner aussi. On peut accueillir un tournage, on l'avait dit au départ, donc sur une de nos emprises. On peut apporter un soutien matériel, qui est un soutien matériel aussi bien humain qu'un soutien matériel technique, en mettant à disposition de la production des outils ou du matériel qui ne peut pas être trouvé dans le grand public, ne peut pas être trouvé en location. Il y a quelque chose qu'il faut, je dirais, très clairement mettre sur pied dès le départ, c'est que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas et ne nous souhaitons pas rentrer en concurrence avec le secteur privé. C'est-à-dire que s'il y a du matériel qui peut être trouvé dans le secteur privé, normalement, enfin c'est pas normalement, c'est que la production va s'adresser au secteur privé. En revanche, sur du matériel spécifiquement militaire, vous avez besoin d'un char. Un char, c'est un peu difficile de le trouver, y compris chez Amazon. Donc là, effectivement, on va s'adresser aux armées concernées. Le Champ du Loup, trouver un sous-marin atomique, c'est un petit peu... Un SNA ou un SNLE, c'est un petit peu difficile. Donc là, c'est pareil. Là, c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition moyennant finance. Et durant tout le développement du projet, on apporte toujours donc accueil de tournage, soutien matériel, soutien humain, conseil technique, formation. Et après, lorsque le programme est enfin terminé, on peut apporter un certain accompagnement en communication, en tout cas aider, pourquoi pas organiser des avant-premières au sein même de l'Amphifoch, en tout cas au sein même de notre institution. Le tout, et je crois que ça on l'a mis en rouge dans la charte, mais je crois qu'il faut le marteler, c'est dans le respect total de la liberté de création des auteurs. Moi, j'ai volontiers invité Antoine, qui est ici, donc qui est le producteur de Sentinelle, pour qu'il puisse vous faire part de son expérience. Moi, je peux vous le dire, mais vous n'êtes pas censé me croire. Lui vous en parlera sans doute beaucoup mieux. Je dirais chacun son métier. Nous sommes chacun dans notre couloir de nage. Nous apportons conseil technique, soutien technique, conseil militaire pour faire connaître un environnement qui est le nôtre. Les auteurs ont leur technique de narration, de création, et c'est eux qui tiennent c'est eux qui tiennent c'est eux qui tiennent le crayon et en aucune façon ça ne reste nous. Alors on travaille de deux façons, soit on travaille en proactif, soit on travaille en réactif. En réactif, c'est quand quelqu'un a une idée, on les incite à venir nous voir. Et donc là, on va travailler avec eux sur l'idée en question. En proactif, pour que ces idées puissent naître, puisque je vous disais tout à l'heure que l'environnement militaire, les enjeux de défense sont malheureusement encore trop méconnus, nous organisons régulièrement des opérations découvertes. Je pourrais vous en donner plusieurs exemples. Dernière opération découverte, nous avons emmené des scénaristes et des réalisateurs au centenaire, à la célébration de Cameroun, donc à la Légion, où ils ont pu découvrir l'environnement de la Légion. Fin novembre ou en novembre, on a amené aussi des producteurs et des scénaristes. On les a fait embarquer dans un PHA, donc un porte-hélicoptère amphibie avec la marine, pour qu'ils découvrent le monde de la marine. Nous invitons régulièrement des professionnels des industries culturelles et créatives aux capacités, à la présentation des capacités d'intervention de l'armée de terre ou encore celle de l'armée de l'air. On a fait aussi des présentations plus spécifiques sur la direction du renseignement militaire. En fait, pour les abreuver d'informations concernant notre univers, en espérant faire germer chez eux des choses beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus pointues, leur donner envie de raconter des histoires qui se situeraient dans ce qu'on appelle, dans notre jargon technique, dans l'arène militaire ou dans l'arène des enjeux de défense. Je pourrais vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas reprendre ce que vous a donné. Slide suivante, s'il vous plaît. Je ne vais pas reprendre ce que vous a donné tout à l'heure Hervé, mais en moyenne, on travaille sur environ 200 projets audiovisuels par an. Sur ces 200 projets audiovisuels, on a à peu près une centaine de fictions, téléfilms ou films de cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, ce ne sont pas 200 projets différents. Ce sont des 100 projets qui durent sur plusieurs années, puisque en moyenne, une fiction ou une série, Antoine pourra en parler aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Si je prends Le Champ du Loup, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est 36 mois de travail avec la marine. Si on prend Sentinelle, la première idée de Sentinelle, c'était Thibaut Valtou en 2015. On a commencé à travailler ensemble en 2018 et réellement en 2019. Et le programme Sentinelle vient de sortir sur OCS au début 2022. Donc vous voyez, ça se chiffre non pas en semaine ni en mois, ça se chiffre en année. Donc c'est bien un nombre par année glissante. Je vous ai une centaine de fictions, je vous disais à peu près entre 50 et parfois plus, 50 documentaires. Documentaires de stock, c'est-à-dire documentaires qui peuvent être diffusés à un instant T, mais aussi qui peuvent être multidiffusés derrière. Des tournages, malgré le Covid, l'année dernière, on a accueilli 25 tournages différents. Donc voilà. Quelques exemples des
de progrès. Slide suivante, s'il vous plaît. Quelques exemples de sujets et de projets sur lesquels nous avons travaillé. Bon, Sentinelle, on va en parler. Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, qui est sorti début mars. Tirailleurs, qui je crois a changé de nom, qui va sortir prochainement, qui va être présenté au Festival de Cannes avec Omar Sy, qui parle des tirailleurs sénégalais. Je crois que son nouveau nom, c'est normalement Blanc, si je ne m'abuse, que nous avons accompagné, que nous risquons aussi d'accompagner. Je pourrais en citer d'autres. Là, on a mis ces quelques images, mais on pourrait parler du prochain film de Robin Campillo, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le producteur et le réalisateur de 120 battements par minute, l'École de l'air, Pour la France de Rachid Ami, La guerre des Lulus de Yann Samuel, qui est produit par Superprod, Les Derniers Hommes. Derniers Hommes, un petit attachement particulier pour Les Derniers Hommes, puisqu'il s'agit du film de Jacques Perrin, qui nous a quittés récemment, qui parle de la Légion, qui parle d'une unité de légionnaires en 1945. Le tournage a eu lieu en Guyane, et d'ailleurs merci au FAG, merci au CIRPATER de nous avoir aidés à accompagner ce projet, qui sera un très très beau projet, qui va sortir normalement en 2023. Donc je pourrais en citer beaucoup d'autres, je vous dis plus d'une centaine de projets, je ne vais pas vous assommer avec ça. On a parlé d'audiovisuel, on a parlé de long métrage, on a parlé de séries, mais il n'y a pas que ça, on parle aussi de la BD. La BD, pas plus tard qu'avant-hier, mardi soir. Nous avons remis les galons de la BD. Les galons de la BD, c'est un prix qui récompense, le Grand Prix récompense un ouvrage de BD paru dans les 12 derniers mois et qui traite d'un fait militaire ou d'un enjeu de défense au sens large. Ça peut être un fait militaire, une guerre, ça peut être les prémices de la guerre, ça peut être les conséquences de la guerre en France, à l'international, donc c'est vraiment très très large. Il y a aussi un prix Histoire qui la récompense une BD qui traite d'un fait militaire ayant pour acteurs les armées françaises, donc un fait historique, et en fait un prix jeunesse avec une thématique tout aussi large que celle du Grand Prix, mais plus facilement accessible et plus facilement adressée à la jeunesse. Pour votre information, ces Grands Prix qui ont été attribués mardi soir en présence de Madame Parly, le Grand Prix a été attribué à Madeleine Résistante, qui raconte l'histoire de Madeleine Riffaut, qui est une jeune femme à l'époque, en 1939, qui s'est engagée dans la résistance. Et c'est son histoire mise en BD. Pour l'anecdote, Madeleine avait enregistré une vidéo qu'elle n'a pas voulu que l'on diffuse avant-hier soir, mais dans laquelle elle était très contente de recevoir ce prix, qui là, je la cite, réconcilie un petit peu avec le ministère des Armées, parce qu'à l'époque, en 1944, donc pratiquement à la fin de la guerre, elle a voulu s'engager, puisqu'elle faisait partie des FFI, et donc on proposait à ces gens-là de pouvoir s'engager dans l'armée française. Et elle a été refusée parce qu'elle n'avait pas encore 21 ans, donc elle n'avait pas encore l'âge de la majorité. Et ça a été son grand regret. Et donc elle nous disait, je suis vraiment contente parce que c'est une façon pour moi quand même d'appartenir un petit peu à l'armée française aujourd'hui. Voilà. Et cette dame a aujourd'hui 97 ans. Voilà. Donc c'était le Grand Prix. Le prix Histoire a été attribué à #J'accuse. On voit la BD là. C'est une BD formidable parce que ça reprend l'histoire de Dreyfus, bien évidemment. Mais à l'ère des fake news et de la désinformation, qu'aurait été l'histoire, en tout cas l'affaire Dreyfus, comme on l'appelait à l'époque, avec les outils modernes de réseaux sociaux et autres. Et ensuite, le prix jeunesse a été attribué à l'insurgé de Varsovie, avec un prix spécial du jury, une mention spéciale du jury pour Bob Denard, comme quoi le ministère des Armées est un ministère extrêmement ouvert. Voilà. Des exemples emblématiques, j'en ai donné, le Chant du Loup, De Gaulle, le Bureau des légendes. Je vous ai parlé de tout ça. Dernier point ensuite, je vous parlais peut-être de nos partenaires, puisque sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Je vous ai parlé de la Guilde française des scénaristes, avec lesquels on a signé cet accord de partenariat donc en 2017. Le CNC, je déjeunais il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, avec Pascal Regard, le délégué général du CNC, de la SACD. Le CNC, qui est le Centre national de la cinématographie de l'image animée, avec lequel nous travaillons, puisque nous serons présents à Cannes la semaine prochaine sur le stand du CNC avec Film France. La Cité européenne des scénaristes, qui est une association qui forme de très jeunes scénaristes. Et là, ça nous aide beaucoup parce que nous avons la volonté de créer une pépinière de jeunes auteurs intéressés par nos sujets.
Et donc, ce sont des jeunes scénaristes, bien souvent issus de la diversité, que nous accueillons chez nous, dans nos locaux, que nous formons et que nous amenons dans différentes immersions. Et ensuite, dans le jeu vidéo, l'Association française pour le jeu vidéo, avec lequel nous sommes en train de monter un partenariat pour essayer de faire dans le jeu vidéo ce que nous faisons maintenant depuis plusieurs années dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Et j'en ai à peu près terminé. Je répondrai tout à l'heure à vos questions, mais pour illustrer le travail que nous menons au quotidien avec nos partenaires, je vais laisser la parole à Antoine Zimalka. Merci. Merci Evelyse, bonjour à tous, ravi d'être là et merci pour cette proposition aujourd'hui qui me permet de présenter la série et de présenter aussi un peu la collaboration que nous avons pu avoir. Donc je suis Antoine Zimalka, je suis producteur au sein d'une société qui s'appelle Tetra Media Fiction. Tetra Media Fiction est une société qui a produit notamment des séries comme Un village français sur France 3, Les hommes de l'ombre sur France 2, plus récemment Vernon Subutex sur Canal+, ou Paris Police 1900 sur Canal+. Et nous avons donc produit au cours de ces dernières années, comme le rappelait Evelyse, puisque c'est toujours des aventures au long cours, la série Sentinelle sur OCS, qui est disponible depuis 1 mois. Sentinelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une série qui raconte le destin de jeunes engagés d'une section de jeunes engagés de l'armée de terre qui s'en va en opération Barkhane au Mali sur 7 épisodes de 45 minutes. C'est une pure fiction et j'y reviendrai. Et c'est une série qui est créée par Thibaut Valtou et Frédéric Krivine sur une idée originale de Thibaut Valtou. Et Thibaut Valtou est un jeune créateur de série qui lui-même est sorti d'une formation en 2015 qui était à la FEMIS, une formation écriture de séries télé à la FEMIS. C'est un projet qu'il a développé là-bas, plus ou moins concomitant avec les événements dramatiques de fin 2015 et qui permettait en tout cas de mettre sur le devant de la scène de fiction l'armée française. Genre filmique, le genre de guerre important, mais c'est vrai que nous avons peu abordé au cours des dernières années aussi dans le cinéma français ou dans la fiction française, et nous étions ravis de nous y confronter. Qu'est-ce que ça veut dire faire une série comme Sentinelle ? Ça veut dire, à mes yeux, 2 choses, en tout cas dans la phase de création. La première chose, c'est savoir qu'on fait une fiction. Et c'est réellement, et ça a été beaucoup de discussions entre nous, de se dire nous faisons une fiction, nous ne faisons pas une œuvre ni de propagande, ni pour, ni contre l'armée, ni à message particulier. Nous faisons avant tout une œuvre de fiction qui permet de croiser le destin de personnages et de questionner un certain nombre de sujets de la société française par le biais de personnages bien caractérisés. Et deuxièmement, s'attaquer malgré tout à un sujet tel que l'armée, ou en tout cas à plonger nos personnages dans une action au Mali en opération Barkhane, implique forcément, comme toute bonne création, je pense, fictionnelle, de s'inspirer du réel, de se documenter, de savoir que de temps en temps nous ne savons pas et d'être humble sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et dans ce cadre-là, c'est ainsi que c'est noué notre relation avec la mission cinéma sur cette série, puisque dès les premiers temps de réflexion sur le projet de Thibaut Valtou, donc il a développé ce projet au sein de ses études à la FEMIS, et nous avons pris nous les droits du projet rapidement, et je crois que très très tôt il a noué des liens avec la mission cinéma, avant tout pour se documenter, pour rencontrer des gens et pour bénéficier de différentes rencontres, de différentes formations dont Evelyse vient de parler, qui lui ont été vraiment bénéfiques pour cibler un petit peu mieux cet univers qu'il connaissait d'une façon purement, on va dire, livresque ou journalistique. Il n'était pas encore du tout au contact de la matière. Et ces premiers éléments lui ont permis d'affiner un petit peu les bases de son projet, et surtout de définir des trajectoires de personnages beaucoup plus solides, beaucoup plus fondées sur une myriade de personnes, de soldats, de militaires qu'il a pu rencontrer. Par la suite, la relation avec la mission cinéma, c'est avant tout concentrée dans ce qu'on appelle la phase de développement, à savoir la phase d'écriture, qui prend toujours beaucoup de temps. Sur ce projet, ça s'est étalé sur au moins 3 ans, pour plein de raisons de calendrier, de disponibilité des uns et des autres chez les auteurs, mais malgré tout sur le fait que c'est
difficile d'écrire une bonne fiction quand on s'attaque à un sujet aussi important et d'autant plus d'actualité. On sait que dans notre pays, nous avons la difficulté de réagir à chaud sur des sujets d'actualité. Certains pays, notamment les Américains ou d'autres pays anglo-saxons, ont la capacité de réagir très rapidement par le biais de la fiction sur des événements qui viennent de se passer. Nous avons cette difficulté, je pense, en France, d'être aussi réactifs et on voulait clairement pas se tromper, se prendre les pieds dans le tapis avec un sujet comme celui-là. Donc ça nécessitait quand même pas mal de précautions, pas mal de documentation. Et dans ce cadre-là, les auteurs ont donc pu rencontrer tout à fait librement, sous les conseils de la mission cinéma, pas mal de monde pour croiser les regards, pour croiser les avis. Nous avons pu bénéficier aussi du regard avisé d'un certain nombre un ou deux personnes militaires qui nous ont vraiment suivis dans l'écriture, faisant beaucoup de retours sur les textes, en disant ça c'est pas possible, ça c'est possible, ça pourquoi pas, mais il faudrait l'aménager de telle ou telle façon. Et là-dessus, comme disait Evelyse, la règle a toujours été très claire de se dire en fait nous faisons comme on veut une fois qu'on a eu ces retours. Alors bien entendu, par souci de réalisme et par souci de réussir à faire une série qui réponde à une vérité de la situation, nous avons essayé de prendre en compte un certain nombre de remarques. Un certain nombre de remarques n'ont pas été prises en compte pour des raisons purement narratives, purement fictionnelles. Et notre boussole est généralement dans ce cas-là la vraisemblance. C'est de se dire toute action qui nous est contesté, tout acte narratif sur lequel on nous dit ça vraiment pas possible. Notre question est, est-ce impossible, est-ce vraisemblable? Et si c'est totalement impossible, on comprend comment on va dans le mur. Si jamais c'est vraisemblable, il y a très peu de chances que ça se produise, mais voilà, on ne sait jamais, ça pourrait toujours se produire. Au cas où, eh bien, on en prend bonne note et les scénaristes décident en leur âme et conscience de poursuivre dans cette voie-là, en aménageant, bien entendu, en fonction des retours qui nous ont été faits. Donc ça a été le gros de la collaboration, a été autour de la phase de développement et de l'accompagnement en lecture, en rencontre autour de l'écriture des scénarios. Phase vraiment essentielle puisque le projet a énormément progressé grâce à tous les échanges que nous avons eus. Surtout les scénaristes ont été aussi rassurés, ce qui est très important puisque quand on écrit et quand on développe une fiction pendant longtemps, il y a des gros moments de doute artistique, mais il y a aussi des moments de doute sur on s'empare d'un sujet important, ne faisons pas trop non plus de bêtises avec et les regards que nous avons pu avoir ont permis de nous rassurer. Et il y a ensuite dans la deuxième phase qui a été la phase de préparation et de production, là nous avons pu bénéficier de différents soutiens précieux, voire excessivement précieux, qui ont été notamment la formation accélérée mais ô combien nécessaire pour nos comédiens, puisqu'ils ont pu bénéficier d'une immersion de 4 jours au sein d'un régiment près d'Orléans, le régiment du 12e cuirassé d'Olivet, près d'Orléans. Ils ont passé 4 jours là-bas. Ils ne connaissaient rien au monde militaire. Ils ont été pris en charge intégralement et formés pendant ces 4 jours pleinement. Ils ont dormi là-bas. Ils étaient incorporés réellement à la vie militaire de la caserne. Et tous en parlent encore avec un souvenir ému. Ils ont appris énormément de choses. Ils ont souffert parce que c'était compliqué et difficile. Mais aujourd'hui, on espère, en tout cas on pense que le résultat permet de croire à ces comédiens soldats dans le désert et même à ces soldats, je dirais directement, puisque le but est bien entendu d'oublier qu'ils sont comédiens quand on regarde la série. Ça a été très précieux d'avoir ce soutien, je dirais, logistique et plus que logistique, même psychologique, pour que les comédiens aussi eux-mêmes s'imprègnent des rencontres qu'ils ont pu faire au sein de cette section et permettre de retranscrire ensuite à l'écran au mieux les émotions et les drames que peuvent vivre, ou les joies bien entendu aussi, que peuvent vivre les militaires sur le terrain. Par ailleurs, nous avons eu aussi un peu de soutien logistique sur quelques uniformes et l'accompagnement pareil grâce à des recommandations de la mission cinéma pour essayer de trouver un conseiller militaire pour nous suivre tout au long du tournage, qui n'est pas quelqu'un qui était officiellement missionné par l'armée ni par la mission cinéma, voilà, grâce à la mission cinéma, on a pu l'identifier. Ça a été pareil exessivement précieux au quotidien sur le tournage. Donc globalement, la relation a été, je pense, et je le dis en toute transparence, honnêteté,
positive et essentielle pour le projet. Je crois qu'on continue à nouer des discussions pour, on l'espère, une saison 2 de la série, quoi. Et bien entendu, si vous avez des questions... Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. J'ai plusieurs questions. Tout d'abord, je voudrais savoir si l'équipe du film a bénéficié de briefing, puisque vous parliez d'un souci quand même de crédibilité dans le produit que vous avez conçu, sur de briefing renseignement ou de briefing opération, pour vous donner un peu une idée du paysage de la conflictualité sur place, des groupes armés terroristes qui sont sur place et de la façon dont se gèrent finalement les opérations de Barkhane. Et deuxième question pour madame, vous présentez donc la mission cinéma en insistant bien que vous laissez toute liberté de création aux auteurs avec lesquels vous travaillez. Néanmoins, j'aurais voulu savoir s'il vous arrive parfois de refuser d'accompagner des projets qui vous sont soumis parce qu'ils ne correspondent pas sur le papier, ou en tout cas avec vos conversations, ne correspondent pas à l'image que vous quand même souhaitez un minimum préserver de l'armée, ou alors que des valeurs ne correspondent pas aux valeurs que vous souhaitez voir véhiculer, ou que le scénario vous paraît peut-être insultant ou dégradant pour les armées. Merci. Alors sur la première question, je peux vous répondre en effet que oui, les auteurs ont eu des échanges avec du personnel militaire qui leur a permis de préciser la difficile situation sur place et l'évolution de cette situation, puisque la série s'étant écrite sur 3 voire 4 années, le conflit a évolué considérablement. La preuve, nous sortons une série sur le conflit au moment où les troupes se retirent, ce qu'on ne pouvait pas deviner au moment où on lançait l'écriture de la série. Donc oui, ils ont eu un certain nombre d'échanges là-dessus, et notamment, je ne sais plus où c'est, mais je crois que Thibaut Valtou est allé dans un centre de commandement ou de CPCO. Non, il n'est pas allé au CPCO. On aurait bien voulu, mais on n'a pas eu le droit. Thibaut Valtou, on a organisé une opération découverte, justement, et Thibaut y participait, était avec nous. On est allé au centre d'entraînement des forces juste avant qu'elle ne parte, je suis désolée parce que je n'ai pas l'acronyme qui correspond, juste avant qu'elle ne parte à Barkhane. Donc là, il a rencontré des gens qui allaient partir à Barkhane, avec des gens qui étaient rentrés de Barkhane, et notamment, on a participé à ce jour-là à toute la journée simulation des incidents qui peuvent advenir à Barkhane, en tout cas qui malheureusement étaient déjà devenus à Barkhane. Alors tout était concentré sur une journée, bien évidemment, c'est des incidents qui s'étaient produits sur plusieurs années, mais ça lui a donné une véritable approche, je dirais, technique, concrète de ce qui peut se passer sur place. Voilà. Je pourrais peut-être donner aussi un autre exemple. Là, on croise les doigts, il y a une saison 2. La saison 2, on travaille dès le départ avec la société de production pour informer les scénaristes qui travaillent sur cette saison 2 sur, je dirais, la situation de la région géographique dans laquelle la saison 2 va se passer. Voilà. Pour qu'ils puissent s'inspirer de la réalité et écrire une histoire à peu près vraisemblable ou à peu près réaliste. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que des fois on refuse des films ou des projets? La réponse est clairement oui. En fait, notre métier, je vous le disais tout à l'heure, c'est de communiquer sur le rôle et les missions de l'institution, du ministère des Armées, à quoi on sert, comment ça marche, comment ça fonctionne. On n'est absolument pas là pour faire de la propagande, hein, il vous l'a dit, c'est vraiment la liberté de création, elle est chez eux, donc absolument pas chez nous. On est là pour les informer de ce qui se passe. Et surtout pour lutter contre des idées préconçues. Je vous disais tout à l'heure en introduction que nous partons du malheureux constat que les Français ne connaissent très mal les armées. Ils en connaissent quoi? Ils en connaissent, je dirais, les unités sentinelles dans les rues pour défendre les citoyens, ou malheureusement le personnel décédé qui rentre avec les honneurs de la République, qui passe sur le pont des Invalides. Mais à part ça, ils n'en connaissent pas grand-chose. Donc nous luttons contre des idées, des images d'Épinal, des idées caricaturales qu'ils ont. Si je schématise à grands traits, vous ne m'en voudrez pas si c'est très caricatural, parce que ça va l'être, mais malheureusement c'est parfois vrai. Pour eux, les marins, ce sont des bateaux. C'est tout juste, ils n'imaginent pas des bateaux avec quelqu'un sur un bateau, sur le pont, avec une longue vue, qui des sous-marins, ils le savent à peine, mais que ça se passe complètement au fond des mers, au fond des océans, ça ils l'ignorent totalement. Qu'il y ait des avions sur des bateaux,
bateaux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce que Top Gun, ça reste dans l'inconscient collectif, non pas l'aéronaval, mais ça reste à l'armée de l'air. Pour eux, l'armée de l'air, ce sont bien évidemment que des pilotes de chasse. Ils sont tous bronzés, ils ont tous un blouson en cuir jeté sur l'épaule, ils portent tous des Ray-Ban. Il n'y a que ça dans l'armée de l'air, tout le monde le sait. Et enfin, l'armée de terre, ils sont tous en uniforme, en treillis, ils sont tous en train de ramper dans leur boue. Et quand ils ne rampent pas dans la boue pour faire le parcours du commando, éventuellement, ils conduisent ou ils pilotent un char. C'est à peu près tout. Donc on part quand même de très très loin. Et ils ont des idées préconçues, caricaturales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, peu importe. Mais de toute façon, elles seront fausses. Parce que ceux qu'ils connaissent de l'armée, ce sont pour, je dirais, les plus âgés d'entre eux, lorsqu'ils ont fait leur service militaire, il y a maintenant plus de 25 ans. Et entre-temps, l'armée, qu'ils en aient gardé un très bon ou un mauvais souvenir, l'armée, de toute façon, a beaucoup changé. Donc on lutte contre ces images caricaturales. Et on a trop souvent encore des scénarios qui nous arrivent avec des images très caricaturales. Donc ce que nous faisons, c'est que nous rencontrons de toute façon systématiquement tous les auteurs, tous les producteurs qui nous contactent et qui ont un sujet qui concerne l'armée. Et on essaie de discuter avec eux pour leur montrer, justement, en ouvrant les portes, pour leur montrer ce qu'est la réalité. Et pour qu'ensuite, ils puissent s'en inspirer pour raconter leurs histoires. Et puis des fois, non, ils veulent rester sur leur idée originale, que nous respectons parfaitement, qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est leur liberté de création. Et dans ce cas-là, ils peuvent faire parfaitement leur film, ils le feront sans nous. Voilà. Pierre Julien, journaliste indépendant. Première question à Antoine. Juste pour préciser les choses, vous avez tourné où ? Vous avez tourné au Sahel ou au Maroc ou en banlieue parisienne. Et puis sinon, quelle a été la participation des armées ? On voit d'un VAB, casque, gilet par éclat, armement. Alors on a la série, le tournage s'est étalé sur un peu plus de 2 mois et demi. On a tourné 3 semaines en France et 2 mois quasiment au Maroc. Pourquoi le Maroc ? Puisque tourner au Mali ou au Sahel est quand même compliqué, voire peut-être interdit même, je ne sais pas. En tout cas, ça aurait été compliqué. Par ailleurs, quand on tourne dans un pays étranger, pour plein de raisons de production, on essaye de s'appuyer beaucoup sur la main-d'œuvre locale. Le Maroc accueille beaucoup de tournages français, américains, anglais, et donc a beaucoup de techniciens sur place. Donc c'était l'alliance des deux marchait très bien, et par ailleurs offrait des paysages on a tourné dans une zone géographique autour de la ville d'Erfoud, plutôt à l'ouest du côté de la frontière algérienne, et ça nous offrait beaucoup de types de déserts et de paysages dans un périmètre très restreint. Donc c'était vraiment idéal pour nous. Tout ce qui a été véhicule, nous avons utilisé les véhicules de l'armée marocaine. Et je révèle que malheureusement nos VAB n'ont pas le bon nombre de roues par rapport aux VAB officiels de l'armée française. Voilà, je m'excuse auprès de tous les militaires présents dans cette pièce. Nous ne respectons pas le nombre de roues légal, mais nous sommes appuyés donc bien entendu sur les VAB de l'armée marocaine, et après tout ce qui a été accessoires, tout ça, comme le disait Evelyne tout à l'heure, tout ça se trouve dans le privé, tout ça se loue. Alors, il y a des loueurs d'armes, des loueurs de matériel, casque, gilet pare-balles, uniforme, et donc on a eu un peu de surplus d'uniformes, mais sinon le gros a été loué auprès des loueurs habituels de cinéma. Merci. Evelyse, autre question. Vous en avez un petit peu parlé. Je profite je crois que l'heure de l'embargo est passée, donc on va pouvoir parler de Top Gun. C'est vrai qu'avec certains de mes confrères et consoeurs, on a eu la chance d'assister à une projection spéciale, on va dire. Alors plein d'images, effectivement, assez spectaculaires, des maquettes aussi, et très bien réalisées d'avions furtifs, le happy end avec Jennifer Connelly, tout ça, vous connaissez, c'est vrai que c'était le film. Qu'on le veuille ou non, et vous le disiez tout à l'heure, quand on aime les avions, qu'on soit armée de l'air ou aéronautique navale, on craque dessus. Et c'est vrai que, en fait, depuis très longtemps, on n'a pas de référence. Là, je vois donc une série consacrée à l'armée de terre, mais il n'y a pas de série consacrée pour le moment à l'armée de l'air. Il y a eu, évidemment, alors moi qui suis un vieux de la vieille, Les Chevaliers du Ciel avec Jacques Santi, Christian Marin, une version un peu moins top, toujours avec Thierry Reder et le fils Vadim, et puis ce qu'on a appelé les Chevaliers du Ciel. Alors, est-ce que c'est lié à ça, ou peut-être que l'armée de l'air n'a pas été vraiment convaincue par le film, et est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas justement
des séries, alors qu'il pourrait très bien ne pas s'appeler Tanguy et la Verdure, parce que je crois qu'il y a les droits d'auteur et tout ça. Et est-ce qu'éventuellement vous avez eu des projets dans ce sens pour nous dire, au fait, alors que ce soit mes petits camarades de l'aéronautique navale ou ceux de l'armée de l'air et de l'espace, disons, ne nous oubliez pas, nous aussi, on aimerait bien que le grand public, ce que vous disiez tout à l'heure, nous connaisse peut-être un peu mieux et dans la réalité des choses. Alors, je vais vous répondre en vous disant que je rêve de faire un Top Gun à la française. Voilà. J'en rêve et j'adorerais trouver un producteur. Je pense qu'il y a des producteurs qui rêveraient de le faire aussi, mais il faudrait aussi trouver des diffuseurs qui permettent de le financer. Alors, pour vous rassurer quand même... Pardon ? Et Tom Cruise. Enfin, Tom Cruise, on peut trouver peut-être un Tom Cruise français. Voilà. Pour vous rassurer, il y a pas mal de projets. En fait, là, je crois que ce qui est important à garder en tête, c'est que nous sommes à une année charnière, 2022. D'abord parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille donc avec Tetra sur Sentinelle qui vient de sortir. OCS, je peux le dire, OCS est évidemment très content de cette première saison puisque va lancer, enfin en tout cas ils sont en train de travailler sur une saison 2. En parallèle, il y a une deuxième série sur l'armée de terre essentiellement qui traite des forces spéciales qui va sortir, qui s'appelle Cœur Noir, fait par Mandarin, qui va sortir en 2023, début 2023 et qui va se passer en Irak, à Mossoul. Donc là, ce sont deux séries vraiment en cours de développement, qui parle de l'armée de terre. Vous allez me dire, et l'armée de l'air ? Top Gun ? Eh bien, nous avons des séries en projet, en tout cas, qui traitent il y en a deux, qui traitent de l'armée de l'air et de l'espace. De la même façon, il y a deux séries aussi en projet qui traitent de la marine. Je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que ce sont des séries qui sont non signées. Quand je dis qu'elles sont non signées, ça signifie qu'entre le projet, une idée, le développement de cette idée, et ensuite son aboutissement, d'abord c'est plusieurs années, comme le disait Antoine tout à l'heure, comme je vous le rappelais. Mais ensuite, pour qu'un projet voie le jour, il faut qu'il naisse dans la tête, dans l'esprit, dans l'imagination d'un scénariste ou d'un pool de scénaristes. Il faut trouver un producteur qui va accepter de financer le début du développement, en tout cas pour pouvoir écrire une Bible, une pré-Bible, avancer là-dessus. Et ensuite, il va falloir trouver, au-delà du producteur, le financement. Alors quand c'est du cinéma, c'est un système particulier. Quand c'est une série, c'est encore un autre système. Mais trouver un financement auprès d'institutions qui financent, auprès de plateformes, auprès de chaînes de télé et autres. Et là, nous sommes à une année charnière parce que nous avons ces deux séries militaires, armées de terre qui vont paraître, qui sont déjà parues ou qui vont paraître, qui sont de bonnes séries. Et on espère très sincèrement que cela va lancer le genre militaire qui n'existe pas encore en France, à mon grand désespoir, à mon grand désarroi, qui existe aux États-Unis. Pourquoi c'est une année charnière ? Parce que si ces séries-là sont des succès, nous espérons en tout cas que ça va donner envie à d'autres plateformes, à d'autres chaînes, de produire d'autres séries dans cet univers-là. Et en parallèle, l'ARCOM, c'est-à-dire l'ancien CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a réussi à faire signer aux principales plateformes, c'est-à-dire les Netflix et autres, des obligations contractuelles d'investissement en production française, donc ce qui signifie et ce qui représente une manne financière qu'ils auront l'obligation d'investir dans la production française avec des sociétés françaises relativement importantes, puisqu'on parle dès l'année prochaine à peu près de 250 millions d'euros. Donc puisqu'il va y avoir cette manne financière, si on arrive à créer ce genre militaire, on espère qu'une partie de cette manne-là pourrait permettre de financer ces fameuses séries ou ces fameux films, en tout cas, sur l'armée de l'air et sur la marine. En tout cas, nous œuvrons pour. Voilà. Des vagues de recrutement après la sortie des films, est-ce que c'est... On a entendu dire, après, par exemple, le film sur la DGSE, le Bureau des légendes, qu'il y a eu beaucoup de propositions, d'offres de gens qui postulaient pour y entrer. Est-ce qu'après des films de guerre, vous constatez des vagues de recrutement ? Alors oui, la DGSE, ils sont les premiers à dire d'ailleurs que le Bureau des légendes est leur service de recrutement. Après le succès du Bureau des légendes, ils ont dû faire face à une vague de recrutement sans précédent, tout simplement parce que ça a mis en avant le rôle, les fonctions de la DGSE, et ça donne du rêve. Ça donne de la matière à de jeunes gens, à de jeunes femmes, à de jeunes hommes. Alors c'est une activité particulière, mais ça les fait rêver, donc ça les fait postuler. Même chose sur le Chant du Loup. Je crois que c'était quelqu'un de l'AID qui était allé au salon de Vivatech et qui avait été extrêmement surpris. C'était peu de temps après la sortie du Chant du Loup, où pas mal de jeunes étaient venus voir donc le ministère des Armées présent sur Vivatech en disant « Mais comment fait-on pour devenir Oreille d'Or ?»
Le métier de rider, c'est un métier qui n'est absolument pas connu, bien évidemment. Il est connu grâce à quoi? Il est connu grâce au Chant du Loup. Alors là, je parle de deux exemples. Alors, c'est encore trop tôt par rapport à Sentinelle sur OCS, mais de la même façon, quand on voit l'engagement, quand on voit le rapport de ces jeunes gens qui s'engagent dans l'armée française et autres, ça peut faire naître des vocations, en tout cas donner envie, parce que ça donne un exemple de ce qui peut se passer concret aux gens qui, à un moment ou un autre, ont pu penser, ont pu avoir envie de rejoindre l'armée française, que ce soit l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air. Mais oui, en termes de recrutement, c'est un pouvoir de conviction très... Enfin, quand le programme est réussi, bien évidemment, il y a un pouvoir d'attractivité, de conviction qui est très fort. Bonjour, Christophe Villon pour le magazine Airfan. Première question pour monsieur le producteur. Lorsque vous concevez effectivement un projet de film, est-ce que vous avez en tête d'autres films qui ont déjà été faits? Moi, je pensais notamment à American Sniper, qui se déroule de mémoire en Irak, où il y a déjà un petit peu une ambiance, un petit peu d'équipe comme ça qui se déroule sur plusieurs combats. Et est-ce que l'esprit français de faire des séries est complètement différent de celui mené par les Américains? Ensuite, une question par rapport au film Le Chant du Loup. Combien ça a coûté donc, la mise à la disposition d'un sous-marin pour le film? Et je reviens effectivement sur la question de mon collègue sur l'impact de telles séries. Comment vous arrivez à mesurer un petit peu l'impact, bon, à part effectivement, vous avez raison, le nombre bien sûr d'entrées en salle ou le nombre de postulants à différents postes, mais au niveau du message que vous souhaitez transmettre. Merci à vous. Bien, concernant la première question sur les inspirations, bien entendu, pour rejoindre les discussions qui avaient lieu juste avant, nous sommes, nous, créateurs, avant tout des spectateurs. Donc nous regardons majoritairement des films, en tout cas sur le domaine militaire américain, où alors, il y a eu les Israéliens, les Anglais ont fait aussi des séries très intéressantes là-dessus, mais l'imagerie américaine reste très très forte. Donc oui, forcément, on s'en inspire d'une certaine façon. Après, on essaye de s'en détourner rapidement, puisque tout le but d'une série, notamment comme Sentinelle, c'est de faire une série française dans son ADN, dans sa représentation et dans sa véracité. American Sniper est peut-être très vrai dans sa représentation. Néanmoins, nous sommes dans une situation très différente de ce que vivent nos soldats à Barkhane. Donc, il y a peut-être plutôt dans la direction artistique des éléments qui peuvent être pris. Après, là, c'est une question plus pour le réalisateur. On n'a pas parlé spécialement d'American Sniper dans nos échanges au préalable quand on créait la série. Mais tout le but, et moi, je rêverais que dans 10 ans, quand on fait une nouvelle série militaire, quelle que soit l'arme, l'armée de terre, l'armée de l'air ou autre, que nous ayons des références françaises pour se nourrir et avancer dans un univers de fiction qui nous est propre et dans lequel le spectateur aussi retrouve ses petits progressivement, puisque la difficulté de faire une œuvre comme celle-ci par rapport à la réception du public, c'est que le public va la comparer avec des œuvres qui sont 15 fois, 30 fois, 40 fois mieux financées, qui ont un impact forcément et marketing et émotionnel peut-être beaucoup plus grand, étant donné les stars qui les portent ou qui les accompagnent. Or, je pense qu'il est justement, pas forcément en termes de devoir, mais de notre intérêt à tous, de réussir à créer une fiction française et dans tous les registres qui nous ressemble et sur dont on peut être fier et qui inspire le spectateur et nourrit son imaginaire. Donc oui, et en même temps, on essaye de s'en détacher un maximum, quoi. C'était pour toi, on va peut-être conclure, Élise, après tes explications. Je te laisse y aller, mais il faut qu'on avance sur le point presse. Donc je vais se faire très 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 vite, hein, mais sur tout ce qui est matériel, on est soumis à des, je dirais, à des règles. Hein. Voilà, le Chant du Loup, par exemple, il est évident qu'on ne peut pas mettre à disposition un sous-marin nucléaire, un SNA ou un SNLE. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le réalisateur, à l'époque, est rentré dans un sous-marin, a vu comme ça,
comment ça se passait, quelle était la vie à bord. Ils ont reconstitué à l'échelle 1 l'image d'un sous-marin nucléaire pour faire toutes les parties à l'intérieur du sous-marin. Les parties où on voit le sous-marin dans l'eau, là, ce sont des parties Sirpa marine, ce sont des images réelles qui ont été prises durant des exercices. Et à un moment, si vous avez vu le film, vous avez le sous-marin qui sort de l'eau. Donc il est évident qu'une production, même avec un certain budget, puisque le Chant du Loup, je crois que c'est un budget de 21 millions d'euros, ce qui est énorme pour la France, mais ce qui est très petit à l'échelle internationale par rapport à des films comme Top Gun dont on parlait tout à l'heure, jamais ils auraient pu se permettre ça. Donc il y a eu effectivement un échange financier, mais on a essayé de faire en sorte de faire coïncider un exercice militaire avec un sous-marin, avec le tournage du film. D'où l'importance de travailler très en amont pour essayer de rendre les choses possibles et de faire rentrer le tout dans les enveloppes budgétaires possibles des uns et des autres. Voilà. Et je m'arrêterai là pour laisser la troisième partie du point presse au colonel Yanni. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zimelka. Merci, Evelyse. Donc, on passe au point sur les opérations. Bonjour à tous. Je vais commencer, comme d'habitude, par vous faire un point sur la situation en Afrique et plus particulièrement sur Barkhane. Donc, on poursuit la réarticulation des unités hors du Mali, en bon ordre, en sécurité, en liaison avec l'ensemble des partenaires, y compris avec les forces maliennes, tout en continuant la lutte contre les GAT. Pour ce qui concerne la lutte contre les groupes armés terroristes, je vous signale une opération du TU français, enfin de l'unité française du Task Group numéro 2 de la force Takuba, qui a mené une opération de reconnaissance dans le Liptako, aux abords de la route nationale 20, pour désorganiser les points de regroupement des groupes armés terroristes et détruire des plots logistiques, ce qui a été fait. L'objectif, c'était d'empêcher les GAT de manœuvrer aux abords de la route nationale 20, qui est un axe logistique majeur, et de protéger les convois de logistique de désengagement hors du Mali. Je vous signale également une opération dans le Liptako nigérien avec les forces armées nigériennes qui a donné lieu à une livraison par air au profit du groupement tactique des airs Bruno, qui est armé par le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de l'armée de terre. Donc le 6 mai, une livraison par air a été effectuée pour appuyer ce groupement tactique et les forces armées nigériennes. Plusieurs centaines de soldats nigériens et français engagés dans la zone des 3 frontières. Cette livraison par air a mobilisé un A400M et un KC-130J de la base aérienne projetée de Niamey. C'est plusieurs tonnes de ravitaillement qui ont été livrées par air, 20 000 litres d'eau, 2 000 rations de combat, 10 000 litres d'essence. Deuxième temps, la manœuvre logistique se poursuit. On continue à désengager les unités de la BOA de Ménaka avec un convoi du 28 avril au 4 mai, avec un sous-groupement tactique qui a escorté un convoi de près d'une centaine de véhicules sur près de 600 km entre la PFOD de Gao et la base de Ménaka. 200 militaires engagés pour assurer la mise en œuvre de ce convoi, qui est reparti vers la PFOD de Gao avec plus de 150 conteneurs ainsi que des véhicules de la TF Takuba. Donc on continue à vider Ménaka. Pareil pour la PFOD de Gao, où le désengagement se poursuit. Du 4 au 7 mai 2022, on a un sous-groupement logistique qui a escorté également une centaine de véhicules au total sur près de 450 km entre Gao et Niamey, mobilisant plus de 200 militaires. Le déchargement a été réalisé le 6 mai à Niamey. 700 tonnes de matériel ont été évacuées. C'est le 5e convoi vers le Niger qui permet de poursuivre le désengagement de la PFO de Gao, qui est le gros centre logistique à vider. Et pendant ce temps, les Mirage 2000 de la BAP de Niamey ont assuré des missions d'appui au convoi et des missions de réassurance au profit des unités de la force conjointe du G5 Sahel, y compris au Mali, et des unités françaises et nigériennes dans la zone des 3 frontières. Un mot sur l'opération Corimbe et le golfe de Guinée pour vous signaler que depuis longtemps, ce n'était pas arrivé. Du 8 au 11 mai, nous avons eu plus de 1000 militaires français dans la zone, avec 5 bâtiments simultanément de la Marine nationale, engagés dans une mission de maintien de la sécurité maritime avec les marines riveraines du golfe de Guinée. Nous avions le PHM commandant Biro, qui a été relevé le 11 mai par l'AFS Ventose. Le PHM commandant Biro a terminé sa mission Corimbe. Durant son mandat, il est resté 72 jours dans le golfe de Guinée. Il a participé à la formation d'une centaine de marins africains. On a également le bâtiment hydrographique Borda qui conduit une mission de levée de fonds au bénéfice du Congo.
Le 8 mai, le bâtiment hydrographique Borda rejoint le groupe Jeanne d'Arc en opération Corimbe au point de Pointe-Noire, au large de Pointe-Noire, afin d'y effectuer un mouvement logistique pour retrouver la disponibilité de certaines de ces installations. Et le Task Group Jeanne d'Arc qui continue son tour du monde, c'est le GAOM, le groupe d'application des officiers de marine, qui est en relâche opérationnel avec le Courbet qui est à Douala et le Mistral qui est à Libreville au Gabon. Après cette relâche opérationnelle, le groupement Jeanne d'Arc participera à une opération amphibie avec les forces armées gabonaises au large du Gabon. Suivant. Un mot sur la situation en Ukraine. La situation a peu évolué depuis la semaine dernière. Malgré des renforts russes, le front reste stable. Le dispositif défensif des forces armées ukrainiennes continue à garder sa cohérence. L'ouest de l'Ukraine a été marqué cette semaine par des frappes par les forces armées de la Fédération de Russie qui continuent à cibler les stocks d'armes, de munitions, les nœuds ferroviaires pour éviter l'acheminement de matériel et perturber les flux logistiques ukrainiens. À l'est, dans le Donbass, les forces russes n'ont pas réussi à obtenir d'avancées significatives, pas de percées malgré les renforts. Au nord et à l'est du Donbass, l'offensive russe est entravée par les actions de contre-mobilité mises en œuvre par les Ukrainiens. Minage, destruction de pompes sur les coupures humides, notamment, et surtout les coupures humides qui posent des problèmes aux Russes, qui n'arrivent pas à les franchir et qui se font neutraliser au moment où ils veulent les franchir. L'action de l'artillerie ukrainienne est d'ailleurs déterminante dans ce domaine. Elle permet de bloquer les offensives russes et d'appuyer les contre-offensives ukrainiennes locales, notamment dans le secteur de Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont beaucoup avancé et se trouvent désormais à quelques kilomètres de la frontière russe, ce qui est assez notable. Au sud du Donbass, les forces russes peinent à relancer leur action vers le nord, malgré le renforcement de forces qui ont été désengagées de Mariupol, où maintenant on pense qu'il n'y a plus que 2 groupements tactiques, et les bombardements russes se poursuivent à Mariupol. Au sud de l'Ukraine, la ville d'Odessa a subi plusieurs frappes, ainsi que l'île aux serpents qui continue d'être l'objet de combats entre les 2 armées. Elle reste sous le contrôle russe, mais les Ukrainiens ont frappé à plusieurs reprises, notamment avec des drones. Je pense que vous avez tous vu les images. L'ensemble de tout ce qu'on observe laisse à penser qu'on s'installe dans une guerre dans le temps long et que si les Russes continuent comme ça, il leur faudra au moins plusieurs mois pour contrôler tout le Donbass, s'ils y arrivent. Suivante. Pour ce qui concerne les opérations de l'armée française, donc pour la partie Médecinte et Médor, depuis le 17 mars, j'en ai déjà parlé, on a un avion Patmar, un Atlantique 2, qui est déployé sur l'aérodrome militaire de La Sude, en Crète, dans le cadre de la présence régulière des capacités aéromaritimes françaises en Méditerranée. Il participe à la surveillance des activités militaires dans cette zone d'intérêt pour la France et l'Europe. Il coopère avec différents bâtiments, et notamment les bâtiments français, la FREM Auvergne et le commandant Blaison, qui est engagé dans Irini. Pour ce qui concerne le commandant Blaison, lui, il travaille également avec les frégates italiennes et grecques et le Patmar néerlandais qui est engagé dans Irini. Je vous rappelle, Irini, vous connaissez, c'est une mission qui participe à la prévention des trafics illicites de pétrole et d'armes via la Libye, en application des résolutions liées à l'embargo sur la Libye qui ont été prises par les Nations Unies. Un mot sur la FREM Auvergne, qui est en Méditerranée orientale. Donc depuis fin avril, elle est déployée au sein du Standing NATO Maritime Group numéro 2. Donc elle est sous contrôle opérationnel de l'OTAN. Elle participe au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance sur le flanc Est. Elle conduit régulièrement des entraînements à la mer avec les bâtiments qui appartiennent à la CNMG2. Et la semaine dernière, elle a travaillé avec une frégate canadienne, une frégate turque, avec 2 chasseurs F-16 de l'armée de l'air turque qui ont permis de conduire différents entraînements, notamment de lutte anti-aérienne. Suivante. Sur la partie Europe du Nord et de l'Est, la touche Tréville est désormais en mer Baltique au sein de la SNMG 1, qui est sous le contrôle opérationnel de Marcom. Elle conduit des entraînements. Elle participe également au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe. Interaction avec des marines néerlandaises, allemandes et canadiennes, également avec des bâtiments américains et suédois, avec des exercices assez variés, des tirs d'artillerie, lutte anti-sous-marine, manœuvres d'aviation croisées. L'Aquitaine poursuit son déploiement en mission narvale dans l'Atlantique Nord, depuis le 26 février 2022 et elle patrouille au large de l'Islande.
Le Cassiopée, qui est un chasseur de mines tripartite, lui, a appareillé de Brest le 21 avril 2022. Il est en mer Baltique depuis le 3 mai pour participer à une opération de lutte contre les mines historiques, c'est-à-dire des mines anciennes, Open Spirit 22, dans le cadre de l'OTAN. C'est une opération de réassurance qui est également conduite sous le contrôle opérationnel de Marcom. Sur le flanc Est, un mot sur l'Estonie, où le SEMA était présent la semaine dernière, pour vous parler de Lynx 13, qui a été donc le sous-groupement d'infanterie légère, qui a été renforcé par le déploiement d'une vingtaine de véhicules de l'avant blindé qui ont été projetés de la France vers l'Estonie. Ils sont partis de France le 29 avril, ils sont arrivés à Tapa le 7 mai. Ils permettent de renforcer la mobilité de l'unité française et d'apporter des capacités d'appui-feu en combat débarqué. En Estonie, c'est aussi la mission EAP, Enhanced Air Policing, qui se poursuit avec 4 Mirage 2000-5 qui sont déployés sur l'aéroport d'Amari. Du 5 au 11 mai, ils ont effectué un départ de vol sur alerte d'entraînement, 2 vols d'entraînement aux côtés des F-18 espagnols, un vol d'entraînement aux côtés des F-18 finlandais, ce qui rejoint la question qui a été posée tout à l'heure sur la coopération avec la Finlande. Et par ailleurs, les Mirage 2000-5 de EAP ont effectué 3 missions au-dessus de la Pologne, les 5, 8 et 9 mai, dans le cadre du dispositif de renforcement de la surveillance et de la défense aérienne qui a été déclenché. C'est le dispositif EVA, Enhanced Vigilance Activities, déclenché le 24 février à la suite de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Justement, un mot sur cette mission. Donc, les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace poursuivent leur engagement avec les avions ravitailleurs. Ils participent à des missions d'appréciation de situation. Et du 6 au 11 mai, depuis la France, on a eu 3 missions de ravitaillement qui ont été réalisées, dont 2 au profit des États-Unis, d'avions américains et danois, et 2 missions de surveillance par des Rafales au-dessus de la Roumanie. Et pour terminer, sur la Roumanie, un mot sur la mission Aigle qui se poursuit avec essentiellement des activités de partenariat opérationnel qui combine unités françaises, roumaines et polonaises à Cinku, ainsi que dans plusieurs zones montagneuses de Transylvanie, à Badabag par exemple, ou à Saint-Georges. L'objectif, c'est de renforcer l'interopérabilité, de renforcer les capacités opérationnelles, tout ça pour être capable de s'intégrer dans les plans de défense de la Roumanie si cela s'avère nécessaire. Voilà. Je termine ce point OPS en vous parlant d'un sujet qui sort un petit peu des OPS, mais qui concerne directement, pour vous présenter le nouveau bariolage multi-environnement qui maintenant qui progressivement va équiper les armées dans les prochaines années. Donc vous savez que le bariolage participe directement à la réussite de la mission du combattant. Pourquoi ? Parce qu'il permet de se camoufler, de ne pas être distingué dans son environnement de jour comme de nuit. Il constitue également l'identité visuelle de l'armée française. Le bariolage polychrome qu'on utilise aujourd'hui, il date des années 90 et il constituait lui-même une forte avancée en termes de camouflage, puisqu'on sortait des treillis verts qui avaient marqué l'armée française depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc ce bariolage multi-environnement, il est destiné à remplacer à la fois le bariolage Centre-Europe et le bariolage désert. Il accompagnera la généralisation du treillis F3 à l'ensemble des armées, directions et services. Donc il vise à accroître la furtivité du combattant, à renouveler l'identité visuelle des armées, et il sera une source de rationalisation logistique puisqu'il n'y aura plus qu'un seul type de bariolage, donc un seul type de treillis. Il a été conçu et réalisé par l'armée de terre, la STAT. Il a été mis au point par le SCA, le service du commissariat des armées, avec une entreprise française. C'est un projet qui a débuté en 2016. Les travaux de conception ont débuté en 2016 et le graphisme a été réalisé en comparaison avec un panel de bariolage contemporain, notamment américain et britannique. Les tenues de combat avec ce nouveau bariolage seront distribuées à partir de 2024 avec la généralisation du treillis F3. D'un point de vue technique, on considère que ce bariolage permet de gagner 25% de gain en délai de détection. Il est composé de 6 couleurs en forme brisée, mixte au contour légèrement pixelisé. Et je vous propose une petite vidéo de présentation avant de laisser la place aux questions.
termine sur ce point pour vous signaler la présence de 2 personnes de la STAD qui sont présents, qui sont derrière, et que vous pourrez éventuellement prendre en photo après pour, si vous voulez, faire des photos. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions sur la partie OPS. Et sur le BME, il y a des gens de l'EMAT et du SCA qui sont prêts à répondre à vos questions. Éric Biegala, Radio France. Sur l'Ukraine, où en est la livraison des batteries de César françaises? Pas de commentaire. Vous savez ce qu'a dit le SEMA? Le SEMA a dit au moins on en dit, au plus on peut en faire. D'accord. Ils sont partis? Oui. Pas de commentaire. Désolé. Oui, colonel Daphné Benoît de l'AFP, une petite question sur le Mali. J'aurais voulu savoir si ces derniers jours, les armées françaises ont constaté la moindre entrave, la moindre difficulté suite à la dénonciation des accords de défense par la junte Bamako, sur le terrain, je veux dire, en termes de convois, de barrages, de fluidité de circulation aux frontières, etc. Merci. Alors, aucune entrave. Aucun problème, et même au-delà, le 7 mai, on a eu une première visite conjointe de la BOA de Ménaka avec les FAMA, les Forces armées maliennes, pour commencer à préparer le transfert. Et idem à Gao hier, où on avait une délégation FAMA qui était présente et qui a commencé à faire le tour des emprises. Donc pas de difficulté. Juste pour poursuivre, est-ce que cette démarche de faire le tour des bases avec les FAMA constitue la même démarche qu'à Gossi, où vous aviez pris soin de visiter en bonne et due forme et voilà, faire un vrai constat, un vrai état des lieux. Et est-ce que vous vous attendez de la même façon à de nouvelles surprises ? Alors oui, il y a toujours une volonté de transparence, de le faire de manière très rigoureuse, très détaillée, très documentée, notamment avec des films, des prises de photos. Oui, on s'attend bien sûr de nouveau à des attaques informationnelles, parce qu'on sait que ça va arriver à nouveau. L'affaire de Gossi, je pense qu'elle n'est pas passée pour certaines personnes qui ont tenté de nous mettre en défaut. Je ne pense pas qu'ils vont nous refaire le coup du charnier, parce que ça ferait un peu trop répétition, mais je pense qu'il ne manque pas d'imagination pour faire autre chose. Donc oui, on fera les choses de manière extrêmement claire pour être irréprochable. Je vais copier Jean-Marc Tanguy. J'ai 3 petites questions. Donc, il y en a une. Ouais, mais lui, il commence par 3, il en pose 5. Et en fait, il en met 5. Bon. Non, juste sur les pays baltes, où est la Pologne, est-ce qu'on a noté une attitude de l'autre côté donc, des frontières, de l'aviation russe, un peu plus belliqueuse, agressive ou pas? Est-ce qu'ils sont venus un petit peu tutoyer l'espace aérien à la limite, quoi? Donc, est-ce qu'on a pu noter ça de notre côté? Deuxième question, c'est la suite à Gao, mais je crois que tu as déjà un petit peu apporté là. Il y a une date, au fait, dans laquelle on aura livré complètement Gao aux Maliens. Et puis la dernière, c'est tout simple, c'est pour le BME. C'est pourquoi bariolage, non pas camouflage, quoi. Bon. Alors la première question, non, il n'y a pas de changement fondamental de la posture russe au niveau des pays baltes et de la Pologne. On a même noté moins d'interactions que ce qu'on avait l'année dernière au même moment. Depuis le déploiement de AP, des 4 Mirage 2000-5, il n'y a eu entre guillemets que 3 accompagnements visuels d'avions russes à proximité de l'espace aérien balte. Ils n'ont pas pénétré l'espace aérien balte, donc c'était juste été de l'accompagnement et surtout pour montrer une présence. Donc non, il n'y a pas de. Au contraire, c'est même moins dense. Date Gao, on va pas en donner, parce qu'en fait, ça serait renseigner nos adversaires. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de sortir avant la fin de l'été, sachant que la saison des pluies va arriver. Elle arrivera au mois de juin, et que tout dépendra aussi un peu des conditions. Sur l'affaire du bariolage et du camouflage, j'avoue que je suis en limite de compétences. Et que si quelqu'un du SCA ou de l'EMAT veut répondre à ça, je laisse volontiers la parole. Camouflage, ça fait CME, ça fait un peu certificat militaire élémentaire, donc ça faisait un problème d'acronyme. Donc BME, voilà. Non, je ne pense pas qu'il y a un... Mais c'est parce qu'on est joueur. Allez-y. Tant que Bouvier, j'aurais tendance à dire qu'en fait, on bariole le treillis pour camoufler le fantassin.
ou le soldat, en fait. C'est la fonction de camoufler et le textile lui-même est bariolé. Bonne réponse. D'autres questions? Juste une question sur les Césars, mais pas avec l'Ukraine, avec l'Irak. Il y aura un contrat en cours de canon César avec l'Irak? J'ai pas d'éléments à ce stade. C'est un dossier c'est des discussions qui sont en cours depuis très longtemps. Oui, tout à fait, ouais. Mais j'ai pas d'éléments sur l'éventuelle conclusion d'un contrat. Ok, merci. Vous savez que les Césars avaient fait forte impression quand ils avaient été déployés contre Daesh. Très bien. Écoutez, merci à tous et à la semaine prochaine.